Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Tout de suite en attaque, l'Ukraine. Et oui, je suis obligé de revenir dessus parce que là, aujourd'hui, chose très importante, événement, et non des moindres. Depuis la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui le lundi 21 février, nous sommes confrontés à une escalade. De nouveau, encore une. La semaine dernière, plusieurs attaques roquettes, tirs ont été faits de la part de l'armée ukrainienne contre le Donbass. Le Donbass, je le rappelle, c'est les deux républiques autoproclamées indépendantes de Lugansk et Donetsk. Et là, actuellement, on est en train de dire que les séparatistes, puisque ce sont des séparatistes, bombardent l'armée ukrainienne. Alors évidemment, BFM, médias, etc. sont en train de dire que c'est les séparatistes qui sont en train d'attaquer l'armée ukrainienne. Mais par contre que la semaine dernière, ce qui a d'ailleurs un petit peu motivé l'évacuation des civils proches de la frontière, dont certains aujourd'hui sont rassemblés de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Russie. Donc et voilà, on a une situation en effet bouillonnante. Sauf que Biden reste sur sa position de ne pas intervenir en cas d'invasion, mais de préparer tout un appareil de sanctions contre la Russie. Macron, qui s'est un petit peu ridiculisé, on va dire, avec sa visite, tente de rattraper le coup en se positionnant dans l'échiquier des négociations avec l'Union européenne et surtout les États-Unis. Sauf que nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui sont en train de négocier les choses avec Poutine. Depuis samedi, coup de téléphone, conversation, alors on nous dit que Macron a discuté pendant près de 2 heures avec Poutine. Nous avons à Kiev le président Zelensky qui, lui, fait des pieds et des mains pour essayer d'impliquer un peu plus, évidemment, les Occidentaux dans cette affaire. Eh bien, aujourd'hui, il se trouve que Poutine, en conséquence avec ces conversations, a fait une intervention télévisée, et dans cette intervention télévisée, eh bien, il a tout simplement dit quelque chose qui est en train de tout simplement changer toute la donne du conflit. Poutine vient de reconnaître l'autonomie, vient de reconnaître la souveraineté des deux républiques du Donbass. Ça veut dire qu'il reconnaît un statut à ces deux républiques, majoritairement un peuple évidemment russophone, donc vous comprenez bien qu'en disant ça, Poutine dit tout simplement à l'Occident « Allez vous faire foutre ». Moi, je reconnais désormais ces deux républiques. Si jamais vous les touchez, si jamais vous les attaquez ou vous les envahissez, je m'arrange pour qu'elles aient des accords avec nous. Et nous aurons la légitimité, en reconnaissant ces deux républiques, eh bien de ne pas envahir l'Ukraine. Et tout simplement d'apporter notre soutien militaire, notre soutien humanitaire contre les belligérants, contre l'offensive, contre les attaques ukrainiennes. Alors là, je vais vous dire sincèrement, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, évidemment, de notre point de vue, si l'armée russe rentre dans les deux républiques autoproclamées, on va évidemment dire, ça y est, voilà, on vous l'avait dit, les Russes sont en train d'envahir l'Ukraine. Oui, forcément, puisque l'Occident ne reconnaît pas l'existence de ces deux républiques, tout comme elle ne reconnaît toujours pas la Crimée en tant que territoire russe. Vous voyez, on est vraiment dans de la perception du point de vue. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que tout simplement l'Occident se prépare à des sanctions très sévères. Est-ce que enfin l'Occident, tout du moins les États-Unis, vont décider enfin de couper le SWIFT à la Russie? Alors je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le SWIFT,
c'est le fameux réseau international financier qui permet de faciliter les échanges. C'est-à-dire que par exemple, si vous partez en voyage en Égypte, aux Pays-Bas, si vous partez, je ne sais pas, en Afrique, ou même venez dans un pays du continent nord-américain, eh bien vous pouvez utiliser votre carte Mastercard pour payer. Et grâce au SWIFT, vous voyez, c'est un échange. Et évidemment, ça fonctionne aussi pour le commerce. Eh bien, si vous coupez la Russie du SWIFT, eh bien, vous coupez la Russie de tous ces échanges économiques. Sauf que la Russie s'était préparée à cette éventualité depuis 2016. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système de rechange, c'est-à-dire qu'ils ont un système d'échange interbancaire qui pourra fonctionner avec ses partenaires, ces pays, dont la Chine. Et la Chine, parlons-en. Si jamais ces mesures de rétention contre la Russie sont mises en place, il y a de fortes chances que la Chine réagisse. Et là, attention, attention. Si jamais la situation en Ukraine venait à déraper, je vous mets mon billet que pour soutenir et aider la Russie, la Chine va tout simplement commencer à titiller les Américains avec Taïwan. Je le sens venir, mais c'est flagrant. Là, évidemment, on va être dans une situation de tension internationale et non des moindres. Alors évidemment, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais est-ce qu'on risque une guerre finalement? Alors je sais, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de guerre, que personne n'avait d'intérêt, etc. Sauf que, comme je viens de vous le dire, là les données ont changé parce que Poutine reconnaît les deux républiques autoproclamées. Ça veut dire que là, Poutine est tout simplement en train de tester si l'Occident a des couilles ou si au contraire, leurs intérêts, ou tout du moins ceux qui détiennent les pouvoirs économiques, eh bien vont faire leur jeu d'influence pour dire, bon écoutez, vous allez faire quelques sanctions contre la Russie, mais surtout, ne mettez pas le pied en Ukraine. Et là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de savoir et de voir qui finalement tire les ficelles. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Chine est derrière. Comme vous le savez, c'est la grosse guerre du pouvoir économique entre la Chine et les États-Unis. Et les Américains, depuis quelques années, sont conscients que la Chine cherche à leur faire perdre leur leadership dans le Pacifique. Souvenez-vous, il y a quelques années, ou peut-être 1 ou 2 ans, il y a eu un accord qui a été signé, un accord de coopération, qui a été signé avec un grand nombre de pays du Pacifique. Et cet accord, donc évidemment la Chine est l'un des principaux acteurs, on a vu l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et même la Grande-Bretagne, par l'intermédiaire du Commonwealth, s'introniser dans cet accord. Sauf que cet accord, attention, il va à l'encontre des accords déjà existants dans l'intérêt des Américains. Plus globalement, prenons du recul, prenons de la hauteur. Nous le savons, la pandémie, de toute façon, elle se termine. Même si, aujourd'hui, certains pays, comme la France, le Canada, continuent à nous faire croire que leurs lois, leur système d'urgence préventif, sanitaire, va avoir encore son utilité, parce que, attention, il y a encore les possibilités d'un nouveau variant. Mais d'une manière générale, force est de constater que dans l'ensemble du monde, eh bien, c'est l'immunité collective qui est en train de s'installer. Sauf que la pandémie avait eu cet avantage, à un moment donné, de nous occuper, de détourner, d'agiter un chiffon rouge, pour empêcher les gens de voir la réalité du système économique, qui est au bord de l'explosion. Et vu que là, nous avons une fin de pandémie dans beaucoup de pays, eh bien là,
qu'est-ce que nous voyons arriver? Eh bien, nous voyons arriver l'inflation. Et là, je peux vous dire que l'inflation, là, aux États-Unis, ça commence à se sentir. C'est-à-dire que là, Biden, je vais vous dire, il n'est pas très confortable sur son siège, parce qu'il est conscient que là, les Américains commencent à sentir le trou dans le porte-monnaie. Je vous l'avais expliqué, je crois, dans les dernières vidéos, on était, il y a de cela à peu près 4 semaines, un petit peu moins d'un mois, nous étions à 2 $, 14, 2,20 $ le gallon. Je rappelle, le gallon c'est 4 litres et des bananes. Nous sommes aujourd'hui à 3,54 $ le gallon. C'est-à-dire qu'on a pris plus d'1 $ en un mois. C'est énorme. Et attention, là je vous donne le prix de la Caroline du Nord. Je n'ose même pas vous montrer, je vais essayer de trouver, je vais essayer de vous trouver, et je vais vous mettre le prix là, en Californie. Et vous allez voir. Alors, évidemment, attention, comparativement à vous, ce que vous payez en France en matière d'essence, ça reste relativement encore en dessous. Mais par rapport au mode de consommation, et je dirais même par rapport au modèle de société américain, ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des boulots qui sont sous-payés, sauf que pour aller à ce boulot, ils sont obligés de prendre la voiture. Or, s'ils se rendent compte qu'ils mettent plus d'argent à mettre un plein que ce qu'ils gagnent par un boulot partiel, à la limite, ils ont mieux fait d'arrêter de bosser et d'aller au chômage. Et là, je peux vous dire que vous commencez aux États-Unis à avoir des entreprises qui commencent à chier dans leur froc. Donc, nous avons un contexte économique qui est explosif. Qui est tellement explosif que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui vous avez des gens comme Bezos, des gens comme Musk, qui aujourd'hui s'intéressent à acheter de la terre agricole. Placement, valeur sûre. Ce qui démontre qu'aujourd'hui, eh bien, dans la spéculation, ou tout du moins dans les modèles économiques de spéculation classiques, eh bien, les rendements sont totalement insuffisants. Je dirais même que c'est de plus en plus risqué aujourd'hui de boursicoter, parce qu'on a plus de chances de perdre rapidement de l'argent que d'en gagner. Après, il reste les crypto-monnaies. Sauf que, vous le savez, les crypto-monnaies, même si elles peuvent vous faire gagner énormément d'argent en claquement de doigts, vous pouvez aussi vous retrouver en slip aussi dans un claquement de doigts. C'est-à-dire que c'est un placement qui est extrêmement volatile. C'est-à-dire que là, il faut vraiment avoir de bonnes sécurités derrière pour se permettre de faire mumuse avec du Bitcoin. Sauf que le Bitcoin, évidemment, ce sont des monnaies, ce sont des crypto-monnaies, ce sont des blockchains sur lesquelles aucune banque centrale n'a la main. Raison pour laquelle aujourd'hui vous commencez à penser, vous commencez à entendre du crypto-dollar, du crypto-euro, etc. Parce que, évidemment, ceux qui maintiennent aujourd'hui les ficelles de la finance le savent. C'est qu'il va y avoir un moment où il y a peut-être des gens qui vont commencer à quitter les modèles classiques, les modèles de base d'investissement et de spéculation pour aller vers de la crypto-monnaie. Et là, ça risquerait éventuellement de poser problème au niveau des monnaies du panier international, au niveau de la guerre monétaire qui s'opère depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, vous voyez, il y a, en fait, vous êtes en face, je ne sais pas, vous avez vu ces vidéos avec les fameuses compétitions des dominos, celui qui va réussir à faire le truc avec le plus grand nombre de dominos, etc. Donc c'est cette fameuse théorie des dominos. Et bien la théorie des dominos, c'est que aujourd'hui vous avez un doigt qui est sur le premier domino. Et advienne que pourra, est-ce que l'Ukraine va pousser le premier domino, et là on va avoir un effet domino, où forcément là à tous les niveaux, on va tous s'en prendre plein la figure. Alors tous s'en prendre plein la figure, ne serait-ce que sur les modèles de consommation, ne serait-ce que sur les prix, sur l'inflation, ne serait-ce qu'aussi sur de la censure, de la suppression aussi de certaines libertés. Parce que
Il suffit de voir un petit peu comment certains médias sont en train de traiter le problème ukrainien. Force est de constater qu'il y a la moitié des informations qui n'existent pas. Hein, comme je vous l'ai dit, là par exemple vous avez BFM qui a fait un article, enfin tout du moins un fil d'actu aujourd'hui, et qui nous raconte que, attention, les séparatistes ont bombardé les forces ukrainiennes. Sauf que, évidemment, la semaine dernière, c'est plutôt les Ukrainiens qui ont balancé des roquettes, etc. Mais ça, non, BFM ne fait pas son boulot de journalisme, ne fait pas son boulot d'objectivité pour dire que finalement les deux belligérants s'envoient de la merde dans la gueule depuis maintenant plusieurs jours. Non, non, c'est uniquement que les séparatistes qui sont les fautifs, qui sont les méchants. Sauf que le problème, c'est que là, nos dirigeants, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, et en France en particulier, d'ailleurs, nous avons appris que Macron a retardé son annonce de candidature à cause de l'Ukraine. Le bouffon, ils le savent, surtout aux États-Unis. C'est pour cette raison que Biden a déjà pris les devants en disant, surtout, ne pensez pas que j'enverrai des soldats américains en Ukraine. Parce que le Pentagone est aujourd'hui en guerre. Il l'a toujours été, d'ailleurs, il l'est depuis l'époque Trump. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les va-t-en-guerre. Les va-t-en-guerre qui essaient de militer, qui essaient de motiver, qui ont créé une guerre pour satisfaire les intérêts des empires militaro-industriels. Parce que, là, évidemment, les empires militaro-industriels, ils sont un petit peu dans la merde parce qu'il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus d'Afghanistan, etc. Donc, il leur faut une nouvelle guerre pour leur chiffre d'affaires. Pensez bien. Et vous avez, au Pentagone, ceux qui sont plutôt des modérés, c'est-à-dire ceux qui savent qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre le doigt dans l'engrenage de certaines guerres dans lesquelles les États-Unis n'en sortiraient absolument rien de bénéfique. C'est-à-dire que ce seraient des guerres totalement contre-productives. Ce qui est encore plus vrai, c'est que les modérés, aujourd'hui, savent que l'échec de l'Irak, l'échec de l'Afghanistan, a un impact aujourd'hui sur la société américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'Américains, et plus particulièrement les Américains de la classe sociale, de la classe moyenne, petite classe moyenne, voire classe moyenne pauvre, c'est cette population qui constitue les 2/3 de l'armée américaine. Preuve en est, souvenez-vous, que beaucoup d'Américains, militaires de surcroît, soutenaient plus ou moins Trump. Donc, si jamais Biden décide d'envoyer des hommes dans une guerre dont les Américains n'ont strictement rien à foutre, ça va poser un problème parce que ça veut dire que si jamais Biden rentre en guerre ou envoie des Américains sur la terre d'Ukraine 2024, et c'est mort. C'est-à-dire qu'à la limite, là, les démocrates n'ont même pas besoin de poser un candidat. Il sera balayé par un républicain. Peut-être Trump, on ne sait pas. Trump, pour l'instant, ils essaient de le foutre à l'écart, ils essaient de le dégager pour l'empêcher éventuellement de se représenter en 2024. D'ailleurs, vous vous souvenez, je vous avais annoncé que son fameux réseau social avait été mis en place bien avant la date, justement pour essayer de passer un petit peu en dessous des radars des pirates ou des hackers pour foutre le bordel. Finalement, les hackers sont bien actifs, puisque là, apparemment, l'application sur OS, c'est-à-dire l'application sur Apple, en fait, bug. C'est-à-dire qu'elle ne marche pas. Ça, pour la petite anecdote. Donc, les démocrates le savent. Ils savent que si jamais on met le doigt dans l'engrenage de la guerre en Ukraine, les démocrates peuvent dire adieu à 2024. Ça, c'est sûr et certain. Donc, évidemment, ça pose un problème politique. Ça pose aussi un problème stratégique. C'est que là, maintenant, nous savons que si Poutine reconnaît les deux républiques, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que Poutine passe au-delà de la frontière des deux républiques, où là, il rentrerait en Ukraine. Là, dans ce cas-là, en effet, peut-être que les États-Unis pourraient, dans le cadre d'une autorisation, dans le cadre d'un agrément donné par l'ONU, parce que là aussi, évidemment, là, le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni en urgence. Donc, si vous voulez, c'est compliqué.
Donc c'est compliqué, donc ça rejoint ce que je vous disais, c'est que Poutine comme Biden savent qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à rentrer en conflit en Ukraine. Donc, il va falloir trouver des compromis. Sauf qu'évidemment, pour sauver la face, les États-Unis, l'Occident, est obligé de sanctionner la Russie, est obligé d'agir. Parce que sinon, si elle n'agit pas, ça voudrait dire que l'Occident est tellement dans la merde. Et puis en plus de ça, attention, les mondialistes et globalistes, ils n'accepteront pas ça. Les mondialistes et les globalistes, attention, ils détiennent quand même certains leviers. C'est-à-dire que si il y a certaines situations d'intérêt géopolitique, etc., ils peuvent faire passer à la trappe un certain nombre de gens. D'autant plus que vous avez entendu que là, on a Orban qui a déjà balancé que peut-être il envisage de réfléchir, peut-être engager un processus ou un référendum pour une sortie de l'Union européenne. Petit aparté, je rappelle pour les pro-européens, de toute façon l'Union européenne, elle est foutue. L'euro est sous perfusion. Tout le monde espère que peut-être la BCE, la banque de l'euro, va arrêter ses quantitative easing, va arrêter ses planches à billets, comme on l'appelle. C'est pas planche à billets dans le sens propre du terme, c'est une expression qu'on utilise, et peut-être rehausser les taux. Sauf que le problème, c'est que l'euro n'est actuellement pas en situation, et puis encore moins les pays de l'Union européenne, pour ce genre de choses. Sauf que par rapport à la situation économique mondiale, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. C'est-à-dire que là, c'est la merde, en gros. Donc, encore une fois, une intervention en Ukraine ne servirait pas les intérêts des mondialistes. Parce qu'à la limite, les mondialistes, ils n'en ont rien à foutre de l'Ukraine. Ce n'est que de l'idéologie. Ce n'est que... Voilà, ce n'est qu'une affaire de gros bras. On l'a vu avec la Géorgie. Et en plus de ça, l'arriéré de l'échec de la Syrie, je rappelle, la volonté principale de la Syrie, c'était de dégager Bachar al-Assad dans ce flot, dans cette vague de printemps arabe, qui finalement n'a pas servi à grand-chose, parce que ça n'a pas amélioré les choses. Force est de constater que y a un manque de crédit. Ça manque de crédibilité, ça manque de logique. Et j'ai bien envie de dire que même si la Russie se prend des sanctions, même si dans le pire des cas, je dis bien le pire des cas, la Russie se fait couper le SWIFT par les Américains, je n'ose imaginer la réaction de la Chine. Parce que la Chine, elle attend que ça. Elle attend que ça, que de rentrer dans le giron. Même évidemment, certains d'entre vous vont me dire oui, mais l'armée russe, comparativement à l'armée américaine, c'est peanuts. Oui. Sauf que si vous mettez la Chine et la Russie ensemble, ça fait quand même une force non négligeable. Et même si les États-Unis est une grande puissance, voire la plus grande puissance militaire, ça ne veut pas dire qu'elle est plus efficace. Souvenez-vous, beaucoup d'empires se sont effondrés parce que justement, la trop grande répartition, la trop grande domination, les trop grands espaces de l'empire à gérer ont été en partie, je dis bien en partie, contributeurs des déclins. Donc, autant dire que vous comprenez bien qu'il y a des liens de cause à effet, qu'il y aura forcément des conséquences si jamais nous avons affaire à des va-t-en-guerre et que finalement c'est une lutte en fait qui découle à l'origine d'une guerre de pouvoir
économique. Il est évident qu'aujourd'hui, le monde occidental, ou tout du moins la finance occidentale, qui, je rappelle, est une finance qui se partage essentiellement entre des pouvoirs qui sont à la fois judéo-chrétiens, on va dire, comme à la fois des empires ultra-libéral, mais qui reste néanmoins sous influence de certains pouvoirs judéo-chrétiens. Quand je parle judéo-chrétien, c'est évidemment le Gotha européen. Hein. Je vous avais fait la démonstration dans ma vidéo sur qui est à la tête de la pyramide, où je vous ai fait évidemment ce lien que s'il existe aujourd'hui des gens comme Bill Gates, comme Bezos, comme Muntz, comme les Rothschild, comme les Rockefeller, etc., ce sont des gens qui, en réalité, sont les gardiens d'un temple dans lequel aujourd'hui, eh bien, il y a une multitude d'individus et donc une grande partie d'entre eux sont issus de sang bleu, sont issus des monarchies ou des anciennes monarchies ou des actuelles monarchies. Donc vous voyez, il y a toujours une emprise plus ou moins de ces milieux sur le gueux, sur le peuple. La République française étant une exception dans cette mesure où c'est une démocratie née d'une révolution sanglante, et d'une révolution qui a aboli la monarchie. Et donc, de ce fait, c'est évidemment une première cible privilégiée de prise de pouvoir et de prise tout simplement d'intérêt d'utiliser ce pays comme à la fois exemple, mais aussi comme je dirais, laboratoire, on va dire, sur ce point. Donc vous voyez, tout est forcément lié par rapport à cette situation, tout simplement parce que l'Ukraine, c'est quand même quelque chose qui rentre dans le cadre de ce qu'on a déjà vu dans ces pays difficiles, dans ces pays qui ont été d'une naissance laborieuse, douloureuse, du fait interne de sa population particulière, de ses différents ethniques, de ses antécédents, de son histoire. Je rappelle, l'Ukraine est un résultat d'un mixage de différentes cultures, à la fois slaves, baltes, polonaises, que aussi byzantines, ottomanes et compagnie, que en effet les Russes, la Russie est une naissance de populations venant de ces terres d'Ukraine, mais encore, remettons les choses dans leur contexte, cette époque est aujourd'hui révolue, l'Ukraine d'aujourd'hui n'arrive plus rien à voir avec l'Ukraine de l'époque où s'est émergé ces populations qui ont finalement par la suite fondé ce qu'on appelle la Russie. Mais voilà, certains aiment bien mélanger un petit peu tout, d'ailleurs c'est un des arguments des nationalistes ukrainiens par rapport à la Russie. Donc, oui, en effet, l'Ukraine est à la fois, je dirais, ce conflit qui existe depuis maintenant plusieurs années, puisque je rappelle, 2014, c'est quand même écoulé plus de 6 ans, voire 7-8 ans maintenant. Et pourtant, c'est une situation qu'on a laissé pourrir un petit peu comme ça. De temps en temps, on y laissait quelques petits intérêts, etc. Mais je rappelle que le problème de l'Ukraine est essentiellement né par des influences, par des manipulations, à cause des conflits d'intérêts sur le gaz, essentiellement. Donc on en revient toujours au même, c'est-à-dire aux empirismes, aux conflits d'intérêts de certaines multinationales et de leurs influences sur les États qui les amènent, ces mêmes États, à jouer des cartes humanistes, des cartes droits de l'hommiste, des cartes défendant la démocratie, etc. Alors qu'en réalité, vu qu'ils sont arrivés au bout du bout d'un système plus ou moins consensuel, plus ou moins en consensus avec les réalités démocratiques, des principes constitutionnels de chacun de nos pays. Sauf qu'aujourd'hui, ces principes les bloquent à toujours plus, les bloquent à toujours plus de conquêtes, à toujours plus de marchés, à toujours plus de servitude. Et donc aujourd'hui, on les voit en train de démolir finalement nos démocraties, puisqu'ils ont placé leurs pions. Je le rappelle, petit aparté pour le Canada, là les manifestants ont été évacués d'Ottawa. Néanmoins, la situation n'est pas terminée pour autant, mais
force est de constater que, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, les Canadiens se sont quand même pris une grosse claque dans la gueule quand ils se sont rendus compte que finalement Trudeau et ses sbires ont finalement marché sur la démocratie canadienne. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous sont du Québec, j'ai entendu oui dire que Legault, qui est le président du Québec, n'acceptait pas d'appliquer la fameuse loi qui a été décidée par Trudeau. Autre aussi petite anecdote, il faut savoir que la ministre des Finances qui est en charge d'appliquer une partie des lois, etc., est issue également des mêmes milieux que M. Trudeau, et c'est-à-dire c'est une agent du Forum économique de Davos, c'est-à-dire que c'est un pion de M. Schwab. Donc, ne soyons pas dupes que l'Ukraine est en fait un faux prétexte. L'Ukraine est un faux prétexte pour tout simplement accélérer un processus qui va consister tout simplement à augmenter ou accélérer ou autoriser ou placer, on va dire, un contexte qui va permettre à certains États, qui va permettre à certaines présidences, à certaines autorités à prendre les devants de certaines lois. Parce que nous sommes en guerre, parce que, voilà, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des répercussions. Et donc, il faut assurer la sécurité de nos propres pays. Donc, pour assurer la sécurité, comprenez bien qu'il va falloir que vous acceptiez de nous donner l'autorisation de façon temporaire à suspendre ou à mettre en place des lois complètement liberticides pour un meilleur contrôle des individus. Mais attention, meilleur contrôle des individus, c'est pour empêcher les espions, c'est pour empêcher les terroristes. Mais empêcher aussi, comme on l'a vu au Canada, c'est que si vous êtes un mauvais élève, si vous êtes un dissident, si vous avez le malheur de manifester, si vous avez le malheur de critiquer le gouvernement, etc., eh bien, on vous coupe les vies parce qu'on va tout de suite vous étiqueter, vous cataloguer comme étant un manifestant, comme étant un terroriste, comme étant un pro-Trump, comme étant un QAnon, et donc vous êtes dangereux pour la démocratie. Et à partir de là, vous êtes dangereux dans leur démocratie, même si à la limite, ce ne sont que des idées ou ce ne sont que des pensées que vous avez exprimées, mais elles sont nocives. Elles sont nocives, donc vous êtes classé, vous êtes fiché et vous pourriez éventuellement être sujet à ces restrictions, à ces prises de décision, à ces interdictions, à ces blocages. Alors, attention, ce qui est en train de se passer au Canada, qu'on est bien d'accord, c'est un laboratoire. C'est-à-dire que là, ils sont en train de voir jusqu'à quel point les Canadiens vont accepter cette loi. Voilà. Pour la petite anecdote, je rappelle encore une fois de plus, qui conseille le gouvernement canadien si ce n'est McKinsey, la même société qui conseille le gouvernement de M. Macron. Comme quoi, qui se ressemble, s'assemble. Donc, concernant l'Ukraine, très sincèrement, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Est-ce qu'il va y avoir un effet domino? Est-ce qu'on va avoir des conséquences? Est-ce qu'il va falloir que vous fassiez des réserves de PQ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, moi, je reste convaincu sur mon idée qu'il n'y aura pas de confrontation militaire entre la Russie et l'Occident, plus particulièrement l'OTAN, les Américains. Voilà. Je pense que Zelensky est tout à fait conscient qu'il est en train de jouer un coup de poker, que s'il va trop loin, s'il dépasse la ligne rouge, il ne sait pas lui-même si finalement il va être soutenu par l'Occident, s'il va avoir une aide de l'Occident, etc. Tant que la Russie restera dans sa prérogative, tant qu'elle reste de ce côté de la frontière. Mais attention, côté de frontière, évidemment, nous jouons sur une sémantique, puisque maintenant, comme je vous l'ai dit, Poutine a reconnu les deux républiques. Donc, pour lui, les deux républiques, s'il signe des accords avec ces républiques qu'il considère, lui, comme étant indépendantes, si ces républiques lui disent hey, « coucou, tu peux nous aider là parce que... » il peut très bien débarquer, en effet, dans ces territoires que nous autres Occidentaux, nous considérons comme étant toujours des territoires ukrainiens. Et donc, de ce fait, invasion de l'Ukraine. Sauf qu'évidemment, tout est une question de point de vue. Question de point de vue. La campagne présidentielle française, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Grosse bataille en ce moment pour savoir qui va avoir ses parrainages.
ça devient inquiétant parce que, comme je vous l'ai dit, si le plan c'est de mettre Zemmour au second tour pour permettre à Macron d'être réélu, force est de constater que pour l'instant c'est plutôt mal barré, puisque Zemmour n'a que pour l'instant même pas 250 signatures, 250 parrainages assurés. En revanche, Pécresse, elle est, je ne sais plus à combien, elle est au top niveau. Sauf que les récentes interventions, les récents meetings de Pécresse ont démontré que elle n'est pas plus guignole que les autres finalement dans ses approximations. Alors en plus, on lui reproche d'avoir fait usage de l'allusion, de l'argument du grand remplacement. Force est de constater que c'est franchement le bordel, parce que on est à quelques jours maintenant de la fermeture et de la clôture des parrainages. Donc à l'heure actuelle, à part Macron, qui n'est toujours pas candidat, mais il a ses parrainages. Ça n'étonne personne. Je crois que Mélenchon doit peut-être les avoir aussi ou il ne les a pas. Enfin, voilà, je dirais qu'à la limite, on est bien là dans le système pour démontrer de la déliquescence et la destruction même de l'institution, la destruction même de la République. Puisque là, aujourd'hui, on vous fait la démonstration que finalement, le principe des parrainages, ça ne marche pas. D'où l'idée réformatrice que finalement, c'est à vous que reviendrait le droit de décider à qui vous voulez donner le parrainage. Et ça, vous l'entendez. Sauf que j'ai envie de vous dire un truc. Cette idée de donner au peuple le parrainage pour les candidats, est-ce que ce n'est pas un moyen de substituer finalement l'élection? Ben oui, parce que si on donne la possibilité aux Français de faire des parrainages, c'est comme s'ils votaient. C'est comme si c'était un premier tour avant le premier tour. Donc c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Donc il faut réformer en effet le principe. Mais de là à donner aux Français le pouvoir de décider qui peut être candidat et à qui il va donner ses parrainages, le problème c'est que vous risquez très fortement non pas de vous retrouver avec 14 ou 15 candidats, mais vous risquez de vous retrouver avec 80 candidats. Donc, et puis voilà, pour éviter de se retrouver avec 80 candidats, il faudra bien être une jauge suffisamment élevée, genre, je sais pas, atteindre 2 ou 3 millions, 2-3 millions de parrainages par exemple. Mais là encore, si vous vous tapez le million de parrainages pour essayer d'éliminer un petit peu les petits candidats, c'est comme si vous faisiez une élection. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, advienne que pourra, on verra un petit peu comment ça passe. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la panique. C'est la panique pourquoi? Parce que on sent bien qu'à gauche, avec Taubira, c'est une catastrophe. Avec Hidalgo, c'est encore pire. À la rigueur, la gauche aujourd'hui peut encore espérer faire un bon score si finalement Mélenchon réussit à récupérer tous les déçus, finalement, que ce soit vis-à-vis même des écologistes, parce que Jadot... Pareil, on en revient toujours au problème convictionnel. Parce que des gens qui ont de la conviction, il y en a. Mais alors pour justifier, expliquer leurs convictions, il n'y a pas grand monde, en général. Zemmour, Le Pen. Alors Le Pen dois-je... C'est un navire qui coule. Soyons honnêtes, très clairement. C'est un navire qui est en train de couler. Marine Le Pen, je pense, a compris que elle est le dindon de la farce, qu'elle croyait qu'elle allait pouvoir, mais en réalité non. Elle a eu sa chance en 2017. Elle a fait le choix d'être complaisante, d'être consensuelle et de laisser sa place à Macron. Et il ne reste plus que Zemmour. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Zemmour n'a pas ses parrainages pour l'instant. Et il a encore la moitié du chemin à faire, dans les restes des quelques jours qui restent à faire. Est-ce que finalement, ils n'ont pas l'intention tout simplement d'assurer le coup, c'est tout simplement de faire un deuxième tour Pécresse-Macron? Là, j'ai un peu de mal à y croire. Même le fait de le dire, ça sonne faux. Mais on n'est jamais au bout de nos surprises. Donc, parce que là, évidemment, on est conscient.
C'est Pécresse-Macron, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est le même programme, c'est les mêmes intentions, c'est les mêmes politiques, c'est les mêmes gens qui sont derrière. Alors que Zemmour-Macron, même si les intentions, les plans sont différents, les objectifs sont quasiment les mêmes, mais de façon différente. On est d'accord. Bah, la France est morte, hein, la République est morte. Je veux dire, à moins d'une surprise, Mélenchon. Je vous le dis, mais Mélenchon... Le problème de Mélenchon, si vous voulez, c'est que, sur la forme, je pense que tout le monde peut être d'accord. C'est-à-dire qu'il a des idées, il a des projets, il a des plans qui sont tout à fait défendables, qui sont tout à fait logiques. Mais alors le problème, c'est le fond. C'est avec quels moyens? Avec quels moyens il va faire ça? Avec quels moyens il peut mettre en place ça? Parce que, déjà, rien que l'idée de la 6ème République, j'espère que ceux qui vont voter Mélenchon, c'est-à-dire voter les Insoumis, vous êtes conscients que 6ème République, ça veut dire qu'on met tout on remet tout à plat. Vous croyez sincèrement dans les institutions, il y a des gens qui vont laisser Mélenchon faire? Vous croyez franchement qu'il y a des gens dans les institutions, les hauts fonctionnaires, tous ceux qui se rincent sur le compte des contribuables, etc., ils vont laisser faire Mélenchon? Non. Ou alors ils laisseront faire, mais ce sera encore une fois de plus. On reprend la 5e, on change de virgule et 3 points et on vous dit que c'est la 6e. Mais au final, on est toujours dans le même modèle. Donc, moi je vais vous dire un truc. Moi je suis convaincu que le seul moyen aujourd'hui de sortir de la situation, c'est une révolution. Une révolution, une insurrection, un coup d'État. Alors coup d'État, attention, pas coup d'État militaire. On le sait, on l'a entendu, on l'a lu. Les gendarmes, les militaires, aujourd'hui n'attendent que ça, d'avoir un signe, d'avoir un mouvement, une organisation, un conseil civil pour suivre éventuellement une action. Mais ce n'est pas eux qui feront l'action, parce qu'ils le savent, ils n'ont aucune légitimité pour le faire. Ils sont obligés d'être sous les ordres d'une entité civile. Donc comité de salut public, gouvernement provisoire, mouvement comité de la résistance, etc. Il n'y a que ça. Parce que par les institutions, de toute façon les institutions, elles sont verrouillées. Elles sont verrouillées. Vous ne pouvez pas démocratiquement aujourd'hui défendre un modèle ou présenter un programme ou prétendre à une présidentielle, etc. avec quelque chose qui vous paraît plus logique, qui vous paraît sensé, ne serait-ce que déjà l'idée de sortir de l'Union européenne, vous êtes déjà mort. C'est-à-dire que vous avez à peine dit sortir de l'Union européenne que déjà de toute façon vous êtes déjà blacklisté et vous ne passerez jamais dans les médias mainstream. Donc vous n'auriez aucune visibilité. On le voit bien, hein, Célineau, je mets au défi certains d'entre vous de l'avoir vu en interview dans une émission, dans un... Ben alors attention, grande écoute. Genre, voilà, les émissions sur CNews, Pascal Praud, les grandes gueules, les émissions politiques de France Télévisions, etc. Pour l'instant, à Célineau, il passe soit à 1h du matin ou à midi sur France 3. Ou dans des radios, pareil, dans des créneaux horaires où personne n'écoute, très peu. Mais Asselineau ne passe pas sur les prime time. Asselineau ne passe pas chez Hanouna. Donc, vous voyez. Donc là, c'est un peu le brouillard. Même si moi je reste sur le scénario Zemmour-Macron pour une réélection de Macron. Mais l'Ukraine peut-elle éventuellement, ou l'issue de l'Ukraine, peut-elle changer les donnes? Est-ce qu'une guerre en Ukraine pourrait changer les donnes au point que Macron décide d'annuler les élections? Vous comprenez, nous sommes en situation de crise majeure, notre souveraineté, notre sécurité menacée, donc on ne peut pas se permettre de faire de la procédure démocratique. Il faut garder un chef militaire, un chef de guerre en place. Donc report des élections présidentielles. Bon là sincèrement ce scénario, j'y crois pas.
Je crois pas, parce que alors là, non, serait trop gros. Mais bon, ceci dit, dans ce qui est trop gros, on peut quand même se dire qu'il y a un sacré paquet d'exemples. Donc est-ce qu'ils en sont à ce point aujourd'hui d'être tellement hors sol, de vous prendre vraiment pour des cons, pour des débiles, pour aller jusque-là? La question est posée. Donc on verra qui finalement va avoir ces parrainages. Il va peut-être d'avoir des... Vous savez, c'est un peu comme les compétitions. On a vu le week-end dernier, il y a eu le fameux Super Bowl aux États-Unis, qui est la messe sportive de l'année. C'est la compétition nationale, la première ligue américaine. Et quand vous regardez les matchs, en général, c'est toujours le même. En fait, c'est scénarisé. C'est-à-dire que c'est pas du sport, hein. C'est pas un match normal. C'est scénarisé. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de haletant jusqu'à la fin, et à la fin, le twist final. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'équipe qui était partie perdante dans les 5 dernières minutes, paf, ils marquent les points qui leur permettent de repasser devant et de gagner. Et souvent, c'est comme ça. Et bien là, est-ce que finalement on n'est pas en train de faire de la comédie, alors qu'en réalité, Zemmour sait qu'il a ses parrainages, mais voilà, on fait durer le suspense. Donc ça voudrait dire qu'en réalité, cette campagne présidentielle, elle est déjà écrite d'avance. Tout est scénarisé. Ceux qui rentreraient tout à fait d'accord sur le résultat final, que je vous dis depuis le début, au moment où j'ai entendu que Zemmour pourrait éventuellement se présenter aux élections présidentielles, je vous ai dit, voilà, ils sont en train de refaire le scénario 2017. Sauf qu'au lieu de le refaire avec Marine Le Pen, eh bien, ils le font avec un autre acteur, mais un acteur qui déjà, à la base, attire certaines colères, certains mécontentements, certaines haines, certains désaccords, etc. Qui plus est qu'Éric Zemmour pourrait être le candidat le plus parfait. En plus de ça, vous rajoutez, vous saupoudrez un petit peu de comparatifs avec Donald Trump pour dissuader un certain nombre de Français de ne pas voter pour lui parce que on n'a pas envie d'avoir notre Trump français pendant 5 ans. Même si, encore une fois, pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui voient ces vidéos pour la première fois, j'en avais déjà parlé, on peut envisager qu'en effet Zemmour serait la solution d'une accélération par rapport à Macron. C'est-à-dire Macron reste relativement dans le soft power, on y va progressivement, on y va petit à petit, on y va pas à pas, alors que Zemmour, ça serait carrément le bulldozer. C'est-à-dire que, vu l'animosité qu'attire Zemmour de la part d'un certain nombre de Français, des Français qui sont pour la plupart des idiots utiles, qui va être facilement manipulables et qui, dès l'élection de Zemmour, seraient envoyés en pâture dans la rue pour aller foutre le bordel avec les antifas et puis aller même attirer la jeunesse, les lycéens, les collégiens dans la rue, parce que vous savez que si on attire les lycéens et les collégiens dans la rue, en règle générale, ça finit très mal, ça finit par déraper très rapidement, et surtout qu'en face, les CRS, si jamais ils ont le malheur d'en tuer un, alors là, on risque la révolution, donnerait une légitimité à Zemmour, à un moment donné, si la situation devient vraiment catastrophique, eh bien de légiférer. Légiférer avec quoi ? Avec une loi du style état d'urgence de sécurité. Et là, tout d'un coup, on découvrirait que Zemmour serait en réalité le prolongement de la politique liberticide de l'Union européenne, c'est-à-dire de retirer petit à petit des droits et des devoirs, voire même faire un prolongement du fameux crédit social. Parce que on entend bien un petit peu dans Zemmour, dans ses discours, par rapport à l'immigration, etc. Finalement, il y a du bon citoyen, du mauvais citoyen, donc le mauvais citoyen, il faut l'identifier. Donc le mauvais citoyen, comment on fait pour l'identifier ? Si ce n'est la mise en place d'un crédit social. Et oui, crédit social avec toutes les conséquences. C'est-à-dire toutes les pénalités, les punitions qui viendraient sur ce crédit social. À la chinoise. Je rappelle, par exemple, un Chinois qui, par exemple, a une dette envers quelqu'un et ne rembourse pas sa dette, hop, crédit social.
interdiction de voyager ou interdiction de quitter un périmètre, tant qu'il n'essaie pas acquitter de sa dette. Donc vous imaginez les Français qui sont déjà endettés vis-à-vis de certaines banques, ils disaient, oui, mais vous êtes endetté, vous devez rembourser vos crédits, là. Puis apparemment, ça fait depuis quelques mois que vous avez des difficultés. Donc la banque, elle vous a déclaré comme mauvais payeur. Donc là, ça rentre dans le crédit social, et le crédit social a décidé que tant que vous ne vous acquittez pas d'un confort ou d'une régularisation de votre situation d'endettement, vous avez interdiction de quitter la zone dans laquelle vous habitez. C'est du crédit social. Si vous êtes un mauvais conducteur, si vous ne respectez pas les limitations de vitesse, si vous avez grillé 2 feux rouges, etc., vous perdez vos points, vous perdez votre permis. Mais le crédit social pourra dire que désormais, non seulement vous avez perdu votre permis, mais en plus de ça, maintenant, vous avez interdiction d'utiliser un moyen de locomotion motorisé. Que ce soit une voiture électrique, que ce soit une voiture sans permis, que ce soit un scooter ou une moto. En gros, vous devez redevenir piéton. Et oui, non mais... vous savez, vous ne pouvez pas imaginer l'éventail que peut offrir le crédit social pour une meilleure gestion de la population et plus particulièrement des comportements des gens. Alors évidemment, présenté comme ça, il y a des gens qui vous disent oui, mais tout compte fait, c'est pas mal. Peut-être que ça responsabiliserait un peu plus les Français. Peut-être que ça éliminerait un petit peu les infantilisations ou les immaturités auxquelles on est souvent confronté. Peut-être que ça permettrait de réguler un petit peu plus les incivilités. Oui, en effet. D'ailleurs, c'est pour ça que la Chine l'a mis en place. Parce que les Chinois sont relativement indisciplinés. Mais d'un autre côté, ça pose un problème aussi éthique. C'est que on peut vous aussi vous incrémenter dans le crédit social pour vos idées, pour vos propos, pour vos opinions. Là aussi. Alors, évidemment, pas directement. Parce que directement, ça serait une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Mais on trouvera toujours un moyen dans la société moderne et de consommation dans laquelle nous vivons pour vous trouver une petite incartade, une petite erreur, une petite infraction pour vous casser les couilles. Parce que vous avez dit que, parce que vous pensez que, parce que vous soutenez des idées de. Donc gardez bien à l'esprit que Zemmour, ça peut être aussi une issue vers ça. Je dis bien peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en réalité, il est très franc, peut-être qu'il est tout à fait honnête dans ses positions, de vouloir redonner à la France, de pouvoir redonner aux Français une fierté nationale. Mais, connaissant le système, j'espère que vous aussi vous êtes conscient de ce fait, c'est que le système est tellement verrouillé que s'il était véritablement sincère, s'il avait véritablement envie de faire ça, il y aurait déjà longtemps qu'on l'aurait dégagé. Il y aurait déjà longtemps qu'on aurait fait en sorte d'éviter qu'il aille sur tous les plateaux de télé. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, un candidat comme lui, qui est quasiment tous les jours, sur un plateau de télé, sur une radio, dans un meeting, etc. L'omniprésence qu'on avait d'ailleurs plus ou moins critiquée en 2017 sur Emmanuel Macron, qui était quasiment sur toutes les couvertures de magazines, force est de constater que Zemmour aujourd'hui en a le bénéfice. Donc si il a le bénéfice, malgré les discours de dire oui mais vous êtes un fasciste, oui mais vous êtes facho, oui mais vous êtes néo-nazi, oui mais vous détestez les musulmans, oui mais vous êtes laïc, vous êtes le... Le problème c'est que ces discours-là ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce que Zemmour parle de faits, parle de réalité, alors on essaie de l'attaquer sur ses approximations historiques. Mais à la limite, il fait de l'approximation historique sur des faits historiques que déjà la plupart de son électorat n'est pas forcément calé en histoire pour en connaître le tenant et les aboutissants. D'ailleurs, ce que certains historiens agrégés lui reprochent, de jouer, de jongler peut-être aussi sur l'ignorance des Français en matière d'histoire pour faire des outils de comparaison, se servir de l'histoire comme support de ses idées. Oui, mais le problème, c'est que les historiens agrégés, eux aussi,
faut qu'ils aient l'honnêteté de dire que les lectures de l'histoire sont parfois aussi des relectures de l'histoire, suivant les idéologies, suivant les opinions, de ceux qui écrivent, de ceux qui font l'histoire. Que l'histoire, en réalité, est toujours une remise en question, une remise à plat des contextes, des situations, pour pouvoir en établir la véracité. Sauf qu'on est dans des sociétés aujourd'hui où on a une fâcheuse tendance un petit peu à déformer les faits, déformer l'histoire, pour servir des propos, et finalement décontextualiser, déstructurer, et réécrire des événements pour servir sa sauce, pour servir son opinion, pour servir son idéologie. J'en avais déjà pris l'exemple de ceux qui considèrent que Napoléon était un dictateur. Forcément, si vous comparez Napoléon aux critères d'aujourd'hui, oui, c'était un dictateur. Mais à l'époque, la notion de dictature, c'était pas le principe. Il y avait un contexte, il y avait une situation, il y avait une époque, il y avait une situation géopolitique. Après, le personnage, il est comme tout le monde. Il a ses bons côtés comme ses faces cachées. De Gaulle, pareil. De Gaulle avait ses faces cachées. Mais c'était un personnage historique d'une époque, d'une tendance, d'une mœurs bien précise, d'une ancienne France, qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc, utiliser l'histoire, ou tout du moins des personnages, pour les juger, les critiquer, parce que dans l'actuelle société, on les met en évidence comme étant des gloires, comme étant des célébrités, alors qu'en réalité, c'est des pourritures parce qu'ils ont fait ceci ou cela. C'est exactement ce qu'on croise aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Américains qui crachent sur Christophe Colomb. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Non, eux, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est que c'est à cause de Christophe Colomb que a commencé l'asservissement et le génocide des natifs. Mais c'était l'époque. Donc, non, c'est prendre des faits historiques et les retransposer avec les valeurs et les morales d'aujourd'hui. Donc forcément, ça altère complètement le sens de l'histoire. Donc voilà le problème aujourd'hui de Zemmour. C'est que s'il plaît à des gens parce qu'il a un discours qui est sincère, qui relate des faits qui touchent un certain nombre de Français, il y a d'autres Français qui le critiquent, il y a d'autres Français qui sont prêts à lui cracher dessus parce qu'eux ne sont pas exposés à ces problèmes. Ou tout du moins, ils sont peut-être des acteurs des problèmes, mais ils en sont les acteurs bénéficiaires. Donc, ça rejoint toujours le problème, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et qu'en effet, en politique, quand on est aux affaires, on est obligé de trancher, on est obligé de décider, on est obligé de faire de la généralité et de satisfaire le plus grand nombre, tout en sachant que de toute façon, on va forcément déplaire à une minorité. Donc à partir de ce moment où vous comprenez ce principe, vous comprenez aujourd'hui la problématique qu'on est en train de valoriser des minorités au détriment des valeurs, des principes, des mœurs, des droits, des libertés, de la grande majorité. On inverse complètement les valeurs. Donc quand on a cette volonté d'inverser les valeurs, si ce n'est pas pour détruire le système, si ce n'est pas pour détruire l'État-nation, si ce n'est pas pour détruire le pays, pour le mettre dans le chaos et ensuite mettre la main dessus et le globaliser dans un système supranational, c'est-à-dire que finalement la France devient une région d'une gouvernance européenne, voire d'une gouvernance mondiale, mais n'a plus véritablement d'autonomie et devient soumise aux ordres d'une entité extérieure qui n'est même pas souveraine vis-à-vis de la France, c'est ce que vous avez avec la Commission européenne. Donc ça avance petit à petit. Quant à ceux qui disaient « l'Europe, c'est la paix », avec l'Ukraine, je tiens quand même à rappeler que le bordel qu'on a mis en Ukraine, c'est parce que, à son époque, un certain président ukrainien avait décidé finalement de travailler avec les Russes et non plus avec l'Europe. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, évidemment, ça ne change pas grand-chose des précédentes vidéos parce que l'actualité est ce qu'elle est, donc on essaie de suivre un petit peu l'évolution des choses.
Je pense que peut-être je referai une vidéo cette semaine parce que les choses s'accélèrent. Donc, les stratégies sont ce qu'elles sont. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, que puis-je vous dire? De bien vous porter et surtout, commencez à faire vos réserves.